Bonjour et bienvenue à tous. Des maisons, des appartements étonnants, différents et souvent moins chers. Dans Tout compte fait, on a décidé cette semaine de s'intéresser aux nouveaux usages de l'habitat car une révolution est en marche et à ces Français qui ont décidé, vous le verrez, de vivre différemment au quotidien ou pour les vacances. On vous fera découvrir notamment le renouveau des auberges de jeunesse. C'est vraiment sympa, et ça représente vraiment l'idée internationale d'une auberge jeunesse. La majorité des jeunes de nos jours essaient de voyager avec style, parce qu'ils reviennent avec des photos, ils les partagent sur les réseaux sociaux. Et puis là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant cela, notre enquête sur la grande révolution de l'accès à la propriété. Il s'agit de l'habitat partagé, acheté à plusieurs, avec l'idée de mettre en commun certains espaces de la maison. L'année dernière, nous avions suivi Jean-Yves et Christine à Strasbourg. Ils emménageaient dans un immeuble flambant neuf, un immeuble partagé bien sûr. Et bien 9 mois après, des dizaines d'autres projets sont sortis de terre partout en France. Alors pourquoi ce choix? À quoi ressemble la vie dans un habitat partagé? Réponse avec Chloé Safra. À Strasbourg, un groupe de citadins a conçu ensemble l'immeuble de leurs rêves. Et pour eux, la convivialité ne se réduit pas à un simple bonjour. Salut tout le monde. Salut Véronique. En plein boulot déjà. Jean-Yves rentre à peine du travail. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Salut Samuel. C'est pour toi. Bon alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cet immeuble d'un nouveau genre, ce sont les habitants qui mettent la main dans la terre. On n'appelle pas de société privée pour nettoyer les extérieurs. Tout se fait entre voisins. Bon, c'est des voisins parce qu'on habite les uns à côté des autres, certes. Mais bon, c'est une connotation beaucoup plus forte que le terme de voisin. C'est des amis, c'est... voilà. C'est ce que devrait être la vie pour tout le monde en fait. Mais on n'arrive pas toujours à vivre ailleurs. Il y a un an, Jean-Yves et Christine rentraient dans un habitat partagé. Notre caméra était là lors de ce grand jour. C'est un art de vivre, hein. Tout le monde n'adhère pas. Hein. Moi, il y a des gens qui m'ont dit « Oh là là, les voisins... Alors qu'on habite en centre-ville depuis 6 ans, on connaît pratiquement personne dans l'immeuble. Hein. Je veux dire, c'est un anonymat... Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Avoir des relations avec ses voisins, c'est justement l'un des fondements de cette nouvelle forme de logement et l'une des raisons qui ont poussé Jean-Yves et Christine à s'installer ici. Même si à l'époque, ils ne savaient pas ce qui les attendait vraiment. Ça tient globalement? Ben ça tient, mais c'est quand même entassé, mais c'est normal. Un an plus tard, chaque chose a trouvé sa place. Les cartons ont disparu et maintenant, place au mobilier. Non, nous sommes à l'aise, tout est bien. Jean-Yves et Christine ont élaboré eux-mêmes les plans de leur appartement. Chaque pièce a été agencée à leur goût. C'est le principe de la construction en autopromotion. La salle de bain, on s'est simplement fait un petit plaisir parce que comme elle n'avait pas de fenêtre, en fait, on a fait un mur en briques de verre. Mais on s'est aperçu que quand les gens passaient dans le couloir, ça pouvait être transparent. Donc on a mis un léger store. Voilà. Seul petit bémol, la cuisine. Pour le coup, Christine a vu un peu trop petit. S'il y en a un à la plaque électrique, l'autre à l'évier, ça fait juste si vous avez quelque chose à mettre dans le lave-vaisselle. C'est difficile à évaluer sur plan en fait. Hein. Le principe de l'habitat participatif, c'est de partager certaines pièces pour gagner plus de place dans les appartements. Ici, par exemple, la laverie est commune. Les machines à laver appartiennent à tous. Quant à l'immense toit-terrasse, il est ouvert à tout le monde. Tous les résidents y ont accès. Aussi bien Christine et Jean-Yves que Suzanne, la doyenne de l'immeuble. Maëlys, Antoine et leur fils Samuel aussi. Et même Pascal et sa femme Dominique. Mais ce n'est pas tout. Le bâtiment entier, des balcons jusqu'aux coursives, a été conçu de façon très spéciale. Salut Christine. Salut Antoine. Ça va? Oui, toi aussi? Bah oui, super. Je suis désolé, t'aurais pas un petit peu de sucre? Je dois en avoir un petit peu. Tu peux monter, je peux t'en passer. Tout a été construit pour pouvoir communiquer le plus possible entre les voisins et se rendre service. Ah, super. Voilà Antoine, pour Merci boire beaucoup. le café. Je te le Allez, ramène. à tout à l'heure. Salut. Et pour aller encore plus loin dans la solidarité, tous les habitants ont choisi d'intégrer à leur immeuble
des logements accessibles à des personnes handicapées. Karine, hein, je vais ramener les jardinières et vous êtes la chef jardinière ici. Hein. Ah bah si. 2 appartements. Alain, Karine et Nicolas vivent comme tout le monde et sous l'œil bienveillant de tous les autres habitants. Si ça n'avait pas existé, je serais encore enfermé à l'hôpital. Pour moi, c'est un nouveau départ, quoi. C'est une chance. On a l'impression de vivre dans un petit village ici. Et dans un petit village, il y a des gens qui font des grandes études, il y a des gens qui ne sont pas très doués, il y a des gens handicapés, il y a tout le monde. Ici, à Cahus, il y a tout le monde. Dans ce petit village, les réunions de copropriété ont lieu tous les 15 jours et les décisions se prennent à l'unanimité. Ici, la fête des voisins, c'est presque toutes les semaines. Alors pour rien au monde, Christine et Jean-Yves ne reviendraient en arrière. Je regrette pas du tout, comme vous le voyez, on est très heureux ici, on espère y rester le plus longtemps possible, peut-être toujours. Et même si un jour on doit partir, on ira dans un bâtiment du même type. Cet habitat participatif a tout pour séduire. Plus de 300 projets sont en cours de réalisation et le phénomène gagne désormais les campagnes. Le concept est un peu différent et il séduit de plus en plus les citadins. Dans le sud-ouest de la France, le département du Lot, au cœur des paysages traversés par la Dordogne, un hameau en cours de construction. C'est ici qu'une dizaine de familles a décidé de s'installer avec l'idée de vivre autrement. Coucou. Déjà sur le chantier de bon matin. Ouais, ça va? Bonjour. L'entraide entre voisins commence dès le matin. Je vois que... Aujourd'hui, c'est Karine qui est chargée d'emmener tous les enfants du hameau à l'école. Début de semaine, c'est Marie et moi, et puis fin de semaine, c'est Greg et Karine qui emmènent les enfants. On espère qu'il y en aura plus bientôt, qu'on pourra acheter un bus. Un bus collectif. Allez-y. C'est sympa le matin, on partage ses humeurs, les enfants me racontent des trucs, c'est chouette. Cette petite vie familiale agrandie. Dans les habitats groupés, on a pour habitude de partager des pièces. Karine et ses voisins, eux, c'est aussi cette voiture. Il y a des petits moyens au hameau et d'autres qui ont plus de moyens. Donc on a décidé d'acheter une voiture, on est 10 à acheter une voiture, ce qui nous permet de réduire les frais, les coûts de l'assurance. Allez-y les gars les filles. Bon ben, à demain alors, on va en plus. À demain, gros bisous. Le Mas d'Andral est ce que l'on appelle un éco-hameau. Ici, on ne partage pas qu'un toit-terrasse comme à Strasbourg, mais 8 hectares de terrain. Alors il y a un grand potager. Il cultive l'espoir d'être un jour autosuffisant en fruits et légumes. Un peu plus loin, on trouve un compost. Et dans l'atelier de bricolage, les outils sont à la disposition de tous. Greg, Karine et leur fils Aimé ont mis toutes leurs économies dans cette petite maison. 48 mètres carrés, en bois, un matériau écologique. L'espace a été optimisé au maximum. Comme ils l'ont construite eux-mêmes, elle ne leur a coûté que 70 000 €, le prix du terrain compris. On a fait une maison en fait un peu à notre image, une petite maison simple, sans prétention, mais qui a du sens, quoi. Greg et sa femme sont musiciens. Ils sont venus ici pour inculquer d'autres valeurs à leur fils, comme le vivre ensemble, l'écologie. On est dans un projet humain avec des gens qui vivent et qui construisent quelque chose. Il y a des grands moments de joie, il y a des grands moments de difficulté, mais je pense que ce qui fait la différence avec ailleurs, en étant ici, c'est qu'on a vraiment on a construit une culture de groupe en fait, on a construit quelque chose de commun. À Andral, 30 adultes et leurs enfants essayent d'inventer une autre façon de fonctionner. Ils sont informaticiens retraités ou encore ostéopathes. Ce mode de vie très original fait de plus en plus d'adeptes, comme Françoise, institutrice, et Didier, son mari.
On avait envie de quitter la région parisienne, la grande ville, la pollution. Et on cherchait surtout à trouver un endroit où on ne serait pas isolé, un peu perdu dans la campagne. Ils auraient pu s'installer au bord de la mer. Mais voilà déjà 2 ans qu'ils ont posé leur valise à Andral. Qu'est-ce que tu veux boire, toi? Je prends un verre d'eau. Ils n'ont jamais regretté leur choix. Un peu de sirop. Alors en bas, on a les chambres. Enfin, à vrai dire, une chambre. La salle de bain. Et ici, le bureau de madame, où elle fait sa couture et toutes les choses de ce genre-là. Ça ne se voit pas forcément, mais cette maison de 100 mètres carrés ne ressemble à aucune autre. C'est une maison passive, 100% écolo, avec son poêle à bois, ses panneaux solaires et son système pour recycler l'eau de pluie. On récupère les eaux de pluie. C'est une grande citerne et on a l'eau de pluie qui arrive ici au robinet, tout ce qui est machine à laver, douche, etc. Et ça, c'est l'eau en fait pour la cuisine et pour boire, qui est de l'eau toujours de pluie mais filtrée. Trouver le moyen de réduire au maximum l'empreinte carbone de sa maison, c'est une condition obligatoire pour habiter dans un éco-hameau. À Andral, des parcelles sont encore à vendre. Il reste de la place pour accueillir encore une dizaine de familles. Et demain, justement, les Andralopithèques, comme ils s'appellent, ont organisé une journée portes ouvertes. Ludivine a fait 8 heures de voiture pour venir découvrir l'endroit. Depuis quelques années, cette ancienne militaire de 32 ans rêve de changer de vie. Premier passage obligé, se présenter aux habitants d'une façon pas banale. Donc le principe, c'est qu'on va tous se lever, on va tirer tous ensemble. Voilà, on lève le cercle. Voilà, c'est un beau symbole qui représente notre attachement tous à ce projet. Donc quand on a envie de se présenter, on tire vers soi. Du coup, les autres, il faut qu'ils lâchent un petit peu. Et je relâche. Et on remet au centre. Alors bonjour à tous, je m'appelle Ludivine. Donc je viens de Normandie avec mes 2 enfants. Je recherche à vivre comme vous vivez, en collectif, partager plein de choses, être en pleine nature, voilà. Pendant que Ludivine fait le tour du propriétaire, les enfants d'Andral ont le droit à leur petite balade éducative hebdomadaire. Mais elle est rigolote cette feuille-là parce que regardez ce qu'on peut en faire. C'est la feuille du sureau. Patricia travaille dans le parc régional du Quercy. Dès qu'elle le peut, elle organise ses leçons d'éveil, grandeur nature. On a appris le nom de cette feuille-là, vous vous souvenez? C'est tu te souviens, Aimé? C'est le lierre. Et regardez avec le lierre. Transformer en couronne. Ouais, on peut le transformer en couronne. Hop. Voilà. Ouais, super. Moi, si je suis venue au hameau, et une de mes premières motivations, c'est la protection de la nature. Et c'est ma formation. Et quand je vois les enfants comme ça qui courent, qui découvrent la feuille de lierre, de sureau, etc., c'est important de leur donner ce contact avec la nature, les pieds dans le terrain. Et ça fait un peu le contrebalancement de tous les écrans. Pour les adultes, on ne sait pas, mais pour les enfants, en tout cas, c'est le paradis. Ce qui est cool ici, c'est que c'est tous collectif. On peut aller partout où on veut. C'est un endroit où, pas comme dans la vie, où on doit toujours donner la main à notre parent. À l'occasion de cette journée portes ouvertes, les habitants ont même organisé un repas partagé. Allez, c'est parti. C'est riz, coco, ratatouille. T'en veux un peu, Pierrot? Tu goûtes? J'en mets un petit peu si vous en voulez d'autres. Tu vas chercher une cuillère? Alors, qui est-ce qui veut goûter de la hampe florale de Berce? C'est gratuit, ça pousse tout seul. Les habitants ont réussi leur opération séduction. Ludivine, l'ancienne militaire, s'y voit déjà. Dans ces lieux-là, on sait qu'on est dans du collectif, donc on n'est pas solitaire, on est solidaire. Et pour moi, on est vraiment plus dans la vraie vie, en vivant dans un habitat partagé, en relation avec la nature. Il existe une trentaine d'éco-hameaux en France, mais on estime que 100 voire 200 projets de ce genre sont en gestation. C'est peut-être l'habitat qui va redynamiser nos campagnes.
Imaginez maintenant si vous pouviez élire domicile dans un endroit atypique pour quelques centaines d'euros par mois seulement, comme un commissariat ou un château. Eh bien, c'est ce que proposent désormais certains professionnels de l'habitat. Ils sont spécialisés dans la location de biens vacants à des prix défiant toute concurrence. Comptez pas plus de 200 euros par mois pour un lieu. Vous allez le voir, totalement inédit. Le système fait fureur aux Pays-Bas et débarque en France depuis quelques mois. Alors, comment tout cela fonctionne? Explication et grand reportage avec Wendy Sbinden. Place Vendôme, au cœur de Paris. Sans conteste, l'une des adresses les plus chics de la capitale, le temple des joailliers et des marques de luxe. Y habiter, n'y pensez même pas, le studio le plus petit et le moins cher est à 1 000 euros par mois. Karine, 51 ans, n'aurait jamais cru pouvoir emménager un jour ici. Donc de ce côté-ci, j'ai Montmartre, bien sûr, la colonne Vendôme. De ce côté-ci, donc j'ai le dôme des Invalides, voilà. Je suis à quoi? À 100 mètres du parc des Tuileries. L'emplacement est idéal, le loyer ridicule, à peine 200 euros par mois. J'ai choisi de prendre un lit pliant pour pouvoir avoir de l'espace, voilà. Et là, vous avez combien de mètres carrés par exemple? Là, ici, je pense qu'il y a à peu près 14 mètres carrés. Et puis donc, il y a déjà des placards. Il y avait déjà ce placard-là. La chambre est rien que pour elle. Toutes les autres pièces sont communes. La salle à manger, la cuisine aussi. On a 8 plaques, en fait. Et même cette pièce tout à fait inédite pour un appartement parisien. Voilà. Alors moi, c'est la première fois que j'ai une pièce consacrée à des étendoirs qui doit faire quand même... elle fait combien cette pièce? Ça fait bien presque 15 mètres carrés. Hein, ouais. C'est pas mal pour, pour des étendoirs. En réalité, Karine habite dans des bureaux qu'elle partage avec 7 autres personnes. Nous sommes sur un étage où il y a le plus de colocataires. Mais bon, la surface, je pense, justifie le nom. Parce que je pense qu'il y a à peu près 450-500 mètres carrés ici. Ah, on se marche pas dessus? Non, ça va. En attendant que ces bureaux trouvent un nouveau propriétaire, ils servent d'habitation temporaire et les colocataires peuvent investir les pièces. Voilà, donc ici, il y a un petit espace salon. Comme bon leur semble. Pour justement rester discuter le soir sans gêner les autres colocs, puisque du coup... Aujourd'hui, ils sont 400 en France à vivre de cette façon et à profiter de ces habitations pour le moins originales. Trouver à se loger dans les grandes villes est presque devenu mission impossible. Pourtant, il y aurait bien une solution. Les 6 millions de mètres carrés inoccupés en France, tous les bureaux qui ne trouvent toujours pas preneur. Une société a eu la bonne idée de proposer à ses propriétaires de les exploiter de façon temporaire. Un tout petit loyer en échange de locataires qui acceptent de jouer les gardiens. Alors comment ce système fonctionne-t-il et qui a droit à ces appartements bon plan? Retour dans les bureaux transformés en appartements place Vendôme. Karine vit en province, mais son métier l'oblige à passer 4 jours par semaine à Paris. Ce système est beaucoup plus économique qu'une location classique. Voilà comment elle se retrouve dans cette pièce qu'aurait occupé une star du design. D'après ma coloc qui est là depuis le début, elle m'a dit que c'était le bureau de Philippe Starck. Et ça pourrait être vrai parce que c'est vrai que j'avais trouvé de l'encre que j'ai, enfin un petit peu partout, j'avais retiré ces taches-là. Le risque de laisser des bureaux vides, c'est qu'ils soient squattés et même vandalisés. Pour éviter cela, on fait souvent appel à des sociétés de gardiennage. Mais là, le propriétaire a préféré cette solution moins onéreuse, la protection par occupation. C'est pas que de profiter des lieux, on a aussi un rôle à jouer et à prévenir. Moi, ça m'est déjà arrivé de prévenir lorsqu'on voit des dysfonctionnements, soit... Ça vous avez déjà rentré? Oui, une fois. Il y a une personne qui s'était introduite, que j'ai conduite. Le propriétaire a dû faire quelques travaux. Alors ici, c'est notre petite salle de bain. Notamment installer une douche. La cabine. Les 8 colocataires de l'étage doivent se la partager. Des placards qu'on ne peut même pas remplir parce qu'il y en a trop. Et c'est comme ça sur les 5 étages de l'immeuble. Bonsoir. En tout, 22 personnes vivent ici presque en communauté. Il y a tous les âges, toutes les professions. Bonsoir. Émilie, par exemple, a 30 ans. Elle est danseuse. Rémi, lui, est prof de sport.
et tout ce petit monde cohabite. Oh merci, c'est gentil. Karine, avec ses 51 ans, fait figure de doyenne. Tu vois, ça s'ouvre comme ça. Et là, t'as juste à changer l'ampoule. Tu vois? C'est une ampoule à vis toute simple. Merci. Tu vois? C'est pas compliqué. Hein. Le prix est modique. Mais revers de la médaille, le jour où le propriétaire trouvera un nouveau repreneur pour ses bureaux, les résidents auront 1 mois pour faire leurs valises. C'est quoi vos derniers pronostics? Je sais. 1 an, 2 ans, tant que ça dure, on est là. D'accord. Vous savez pas? Oh non, on n'a aucune idée. On se fait des petits moments de stress en se disant alors tu crois que non on est voilà on se fait des petites soirées pronostics ou non mais c'est vrai qu'on a tous juste envie de rester le plus longtemps possible. Un bail ultra précaire, des locataires obligés de jouer les gardiens. Et pourtant ils n'échangeraient leur place pour rien au monde. Le seul problème dans le quartier, c'est en fait de trouver un endroit où faire ses courses, à un prix raisonnable. Pour rencontrer ceux qui ont eu l'idée de se servir de bureaux vides comme de logements, il faut se rendre en région parisienne. Camelot, c'est son nom, est toujours la seule société sur ce créneau de bureaux transformés en appartements provisoires. Vous êtes inscrit sur notre site internet pour un logement à Rennes, au nord de Rennes, à Montgermont. Voilà, n'hésitez pas à me recontacter à ce numéro-là pour réaliser une visite dans le courant de la semaine. Corentin Pigné y travaille depuis les débuts en 2012. Sa société gère une trentaine d'immeubles en France. Bah, je vais l'appeler du coup. Tout à l'heure peut-être demain d'ailleurs. Demain Ouais. Ce qui fait pas mal de clés. Pas évident ça de trouver. Oui. 255, Rouen. Mais surtout, c'est à Corentin qu'il revient de choisir les futurs colocataires. Aujourd'hui, il a rendez-vous à Rouen, en Normandie, pour faire visiter un appartement à un nouveau locataire potentiel. Donc on aura un petit entretien de 15-20 minutes avec lui pour essayer de juger s'il est apte à vivre en colocation, parce qu'on va imposer des colocataires aux résidents déjà existants. Donc nous, on a besoin de bien les sentir, de bien les choisir pour être sûr que ça va bien se passer avec les autres colocataires. Ouais. Donc là, vous n'êtes pas 100% sûr alors? Non, on n'est jamais 100% sûr tant qu'on n'a pas signé. Les candidats déposent leur dossier sur Internet en ciblant une ville. Ensuite, les propositions de logement se font en fonction des disponibilités. Dans le cas présent, c'est pour habiter l'ancien siège d'un fournisseur de gaz. Au rez-de-chaussée, tout est resté en l'état. Du coup, c'était des anciens bureaux d'une grande entreprise. Et là, on est dans le hall d'accueil. Donc la clientèle devait arriver par ici à l'époque. Il y a toujours le hall d'accueil ici avec le panneau accueil. Et là, il devait y avoir une petite salle d'attente pour les clients. Elle a été transformée en box à bicyclette. Le sas de sécurité, lui, n'a même pas été démonté. C'est étonnant comme une porte comme ça dans une maison, ça. Ouais, du coup c'est un sas, pour le coup c'est vraiment un sas de bureau avec la badgeuse sur le côté. Peut-être l'ancien bureau du directeur peut-être. Voilà, en tout cas il fallait un badge à l'époque pour passer ici. Et maintenant c'est l'accès à la cuisine, donc ouais c'est assez amusant. Toute cette déco peut paraître un peu loufoque. Bonjour, vous allez bien? Mais ce n'est pas pour déplaire aux habitants. Bonjour. Bah franchement, je trouve ça original. Enfin, moi, personnellement, j'habite dans un bureau. C'était l'ancien agent comptable. Enfin, du coup, quand je rentre, je vois Jean-Jacques. Il y a encore le règlement intérieur de l'entreprise avec un extincteur, avec toutes les normes de sécurité. Donc, c'est original, quoi. C'est plutôt cool. Ils sont 22 à vivre ici. Secrétaires, cuistots, infirmières ou encore consultants. Et ils seront peut-être bientôt 23. Bonjour. Bonjour, Corentin Pigné. Enchanté. Fabien, 30 ans, doit venir suivre une formation à Rouen. Bah voilà, bienvenue. C'est une amie qui lui a donné le tuyau. Il y a le premier salon, donc voilà, qui a été aménagé par les résidents. Les locataires ont le droit d'utiliser le mobilier sur place. Les appareils électroménagers, en revanche, leur appartiennent. Donc après, je sais qu'ils les partagent, mais il faudra juste leur demander avant de les utiliser. Donc là, il y a un résident, là, il n'y en a pas, et là, il y a un résident. Voilà. Donc ça sera cette chambre-là. La chambre coûte 201 € par mois, eau, électricité et chauffage compris. Et il y a même une penderie. Voilà. Ouh, c'est le luxe. Très bien, ok. Non, c'est pratique, c'est parfait.
Ah bah satisfait, d'autant plus que je pensais même pas qu'il y aurait même un petit meuble, bon, tant mieux, coup de chance. Mais oui, tout à fait satisfait, c'est bien. Fabien devra meubler la chambre avec ses propres affaires. Fin de la visite. Il peut emménager quand il veut, ce soir s'il le souhaite. Il me faut pièce d'identité, justificatif de domicile. Au-delà du prix très attractif, nul besoin d'avoir un dossier béton de parents qui se portent caution. Il faut simplement justifier d'un salaire. Ce système-là me permet d'aujourd'hui d'avoir un logement alors qu'en temps normal, dans les systèmes classiques, je ne pourrais pas. Donc oui, c'est plutôt bien. En réalité, il y a une seule chose qu'on lui demande. Une adresse chez qui habiter au cas où. C'est la lettre d'engagement de relogement. C'est une tierce personne qui s'engage à reloger le résident si jamais on met le préavis de 1 mois en place. Ça, c'est obligatoire. Ouais, ça c'est obligatoire. Dans le même temps, Fabien va devoir se soumettre à un règlement intérieur très strict. Il n'y a pas le droit d'organiser des fêtes ou des réunions. Vous n'avez pas le droit de recevoir plus de 2 visiteurs à la fois à l'intérieur du bâtiment. Interdiction de fumer dans les locaux. Il n'y a pas le droit aux animaux, il n'y a pas le droit aux armes. Faire attention à ne pas avoir de bougies ou d'encens pour des questions de sécurité, incendie. Voilà. Est-ce que ça vous convient ou pas? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou c'est bon? Non, ça me convient tout à fait. Et moi je signe celui-ci également. Mais il ne suffit pas de promettre de se tenir à carreau. Corentin veille à ce que le règlement soit scrupuleusement respecté. Catherine, c'est Corentin de Camelot. Il peut débarquer chez les colocataires à n'importe quel moment. Johan, c'est Corentin de Camelot. Et gare aux contrevenants. Cela peut être un motif pour mettre fin au contrat. Du coup, là, ce qui va pas, c'est qu'il a un micro-ondes qui n'était pas là avant, en plus. Donc voilà. En général, ils savent que les micro-ondes ne sont pas autorisés. Sachant que là, il est branché et qu'il n'est pas très propre, en plus, c'est qu'il doit l'utiliser. Pour des questions d'hygiène et de sécurité, on préfère éviter. On préfère tout regrouper dans une cuisine, uniquement. Voilà. Surtout pour des questions d'hygiène. Le locataire s'en tire avec un simple avertissement. Cette idée d'occuper des bureaux de manière temporaire est née il y a 20 ans en Hollande. Et là-bas, vous allez voir que c'est devenu un mode de vie à part entière. Rotterdam est son célèbre port. La ville est en pleine transformation. Elle compte de nombreux bâtiments vides. Et si ce matin, Bob de Wilder de la société Camlo s'est mis sur son 31, c'est parce qu'il a rendez-vous avec son meilleur client, la mairie de Rotterdam. Pour nous, la ville, c'est le plus gros propriétaire de bâtiments vides. On est très fiers de travailler avec eux, c'est une très belle vitrine. En Hollande, près de 60 000 personnes habitent dans ces logements temporaires. Et ici, tous les bâtiments peuvent servir bureaux, bien sûr, mais aussi manoirs, anciennes usines, et même cette école, qui attend depuis 4 ans d'être transformée en supermarché. Ah, bonjour Malik. Je te présente Tom, le responsable de la mairie. On est venu faire une petite inspection. Fini les tables d'écoliers, les tableaux noirs. Place au boule à facettes de ce studio de danse salsa. Aux Pays-Bas, il n'y a pas que les habitants qui logent dans ces bâtiments. Juste à côté, une association caritative y a installé ses bureaux. Ici, cette forme d'occupation est extrêmement répandue. Et pour Gudrun, la présidente de l'association, travailler ici était une évidence. Dans les années 60, le squat était normal ici, aux Pays-Bas. Ça fait partie de notre culture. Puis les choses ont été de plus en plus organisées. Maintenant, on a trouvé un bon système, donc c'est devenu banal de bouger d'un bureau temporaire à un autre. Et c'est légal. Squatter des bâtiments vides, c'est toujours fait aux Pays-Bas. Et c'est comme cela que Bob a eu l'idée de créer Camlo il y a 25 ans. Ce qu'il manquait, c'était un cadre légal. Donc avec mon partenaire, on a créé ce cadre légal qui était indispensable pour aller voir le propriétaire et lui dire « Si vous signez là, donnez-moi les clés et je m'occupe de tout ». Ça coûte cher de faire surveiller un bâtiment. Là, cette solution ne nous coûte pas d'argent, elle nous en apporte. Donc, d'un point de vue financier, c'est mieux pour nous.
En Hollande, Camelot n'est pas la seule sur le coup. Une cinquantaine de sociétés privées se disputent le marché de ces locations temporaires. Bonjour, je suis de Camelot. On peut venir jeter un œil? Oui, bien sûr. Dan est étudiant, il habite 2 anciennes salles de classe, 80 mètres carrés à lui tout seul, pour 265 €. J'imagine que c'est votre chambre à coucher là-bas? Oui, il y a ma chambre. Là, c'est mon bureau pour étudier. Et là, le coin que j'ai aménagé pour faire ma gym. À bien y regarder, une famille entière pourrait y loger. Mais ce n'est pas l'objectif de ce concept de résidence provisoire. On n'est pas là pour résoudre la crise du logement. C'est trop petit et puis c'est temporaire. C'est vraiment pour une catégorie bien spéciale de gens, comme les étudiants ou des personnes qui n'ont pas envie de se fixer. De vous à moi, je ne pourrais pas aller à l'université si je devais payer une chambre le prix normal. C'est-à-dire 2 fois plus qu'ici. Ce type d'hébergement me permet tout simplement de continuer mes études. En Hollande, tout le monde semble avoir assimilé le concept. Chez nous, il y a du mieux, mais c'est encore trop nouveau. La société française se heurte à la frilosité des propriétaires et des pouvoirs publics. Alors quand on parle logement, on pense le plus souvent à l'habitat du quotidien, mais il y a aussi celui des vacances, comme les auberges de jeunesse. Le système et ce type d'hébergement n'est pas franchement nouveau, mais il connaît depuis peu une nouvelle vie avec des établissements d'un nouveau genre, comme celui-ci, XXL, qui ressemble à s'y méprendre à un hôtel, et ça n'est pas tout. Suivez-moi. Un établissement hôtelier dans le nord de Paris. De l'extérieur comme de l'intérieur, il ressemble à n'importe quel hôtel. Hilde et son mari sont belges. Bonjour. Ce couple d'une cinquantaine d'années vient passer le week-end dans la capitale. Je vais demander votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Vous avez une réservation chez nous ce soir? Ils ont réservé l'une des plus belles chambres. Donc vous restez avec nous 2 nuits, hein? Votre chambre était déjà réglée sur Internet, hein? Direction le 8e et dernier étage. Pour un produit très rare. Une chambre à la décoration très soignée. Alors? Oh, c'est bien. Nice room. Mais surtout fin du fin, une grande terrasse privée avec vue sur les toits de Paris. Un produit exceptionnel dans la capitale. C'est bien, hein? C'est bien, c'est pas formidable. Oui, la tour Eiffel, là-bas. C'est bien. Le plus incroyable, c'est que le couple se trouve en fait dans une auberge de jeunesse. Il suffit de se rendre à l'étage en dessous pour s'en rendre compte, avec les traditionnels dortoirs. C'est l'hébergement le plus répandu ici, 9 chambres sur 10. Mais depuis peu, pour attirer une clientèle plus aisée, moins jeune, cette auberge de jeunesse propose aussi ce genre de petite suite. C'est mieux, hein, comme ça. À 180 € la nuit. Hilde et son mari se sont fait plaisir. C'est 6 fois plus cher qu'un lit dans un dortoir. Et pourtant, ce genre de chambre affiche presque complet. Terminé les auberges de jeunesse d'antan, leur confort spartiate et leur hygiène parfois limite. De grands groupes investissent désormais des centaines de millions d'euros dans des auberges nouvelle génération. On les appelle les hostels. Plus de design, plus de confort, plus de services. Plongez au sein de ces nouvelles structures qui vont vous faire aimer à nouveau les auberges de jeunesse. Le Générateur et ses 900 lits, c'est la plus grande auberge de jeunesse de la capitale. Elle appartient à un grand groupe privé anglais qui possède 10 établissements un peu partout en Europe. Valérie Martinet est la directrice adjointe de la structure parisienne. L'hostel a ouvert il y a 2 ans. Et ce n'est pas parce qu'on dort dans un dortoir qu'ici, on n'a pas le droit d'être bien traité. Quel type de clavier vous préférez, vous? Je suis française, donc mon clavier c'est AZERTY. Comment est le vôtre? QWERTY? C'est comme vous préférez. Pour faire tourner l'établissement, Valérie gère une cinquantaine d'employés. Bon, tiens-moi au courant pour la suite. C'est 2 fois moins que dans un vrai hôtel. Victorien, ça va? D'après nos estimations, le chiffre d'affaires de l'établissement dépasserait les 10 millions d'euros par an. Les hostels ont trouvé la formule magique.
en s'adressant au plus grand nombre. On arrive à faire cohabiter des gens qui sont là pour se reposer, des gens qui sont là pour faire la fête, des gens qui sont là pour des occasions particulières, qui sont là en famille. Marvin est un musicien américain. Il aime tellement ces nouvelles auberges de jeunesse qu'il a décidé d'y vivre toute l'année. Il aurait pourtant les moyens de se payer un appartement, mais il préfère cette vie nomade. Vous savez, en fait, je trouve ça génial de pouvoir rencontrer chaque matin des gens qui ont eu des vies si différentes. Des gens qui viennent d'Italie ou d'Australie, de Hong Kong, des États-Unis. C'est comme un conseil des Nations Unies chaque jour, mais à la table du petit déjeuner. Cette envie de se mélanger aux autres, Marvin la partage avec ses voisins de chambrée. Ne vous fiez pas à la clé électronique. Son dortoir contient 10 personnes. Chacun paye 30 € la nuit. Alors voici mon lit, ici. Chaque lit a son coffre fermé pour ranger ses affaires. Regardez, mes affaires sont là. Allez, venez, on va voir la salle de bain. Et là aussi, surprise, les douches collectives, c'est du passé. Ici, il y a un petit lavabo pour se laver. Les toilettes sont là. Et la douche est ici. Salut. Ah, bonjour. Les rencontres ici sont permanentes et mixtes dans ce dortoir. Tu viens d'où? De Colombie. De Colombie? Cool. Bogota? Oui, juste à côté. Mélissa est étudiante. Elle est à Paris pour plusieurs mois. Vous pouvez rencontrer des gens de partout. Dans cette chambre, j'ai déjà fait la connaissance de 2 Japonais. Et là, la fille qui dort dans ce lit vient du Canada. C'est formidable de pouvoir partager nos différentes cultures. On a beau tout moderniser dans ces nouvelles auberges, il y a une chose qui ne changera jamais. Ronfler, c'est le mot français pour ça. Je suis encore en train d'apprendre le français. La première chose que j'ai demandé, c'est comment on fait pour dire ronfler en français? Oui, il faut prendre ça avec le sourire. Ce jeune touriste malaisien est en vacances pour 3 jours à Paris. Pendant que Marvin se fait un nouvel ami au 2e étage, sur le toit terrasse, c'est l'effervescence. La vue est à couper le souffle, la musique très bonne et le bar est bien garni. L'auberge organise un maximum d'événements 3-4 fois par semaine, peut-être pour compenser un peu le prix des dortoirs. Car dans les hostels, il y a tout un tas d'options payantes qui font gonfler la note finale, comme les consommations ce soir. Vous payez le prix de votre chambre et puis vous avez des options. Le petit déjeuner, par exemple, est en option. Mais vous pouvez aussi commander des pique-niques, ça c'est en option. Vous pouvez demander à quitter votre chambre un peu plus tard. Ça, c'est une option payante. Vous pouvez aussi demander des serviettes, c'est payant aussi. Et puis des boissons. Bon, en fait, quand on y réfléchit bien, tout est en option. Ces extras représenteraient 30% du chiffre d'affaires. Valérie Martinet, la directrice adjointe, se défend de vouloir inciter les clients à dépenser leur argent ici, avec ce genre de soirée. Cette soirée n'est pas notre fonds de commerce. Ah oui? Non, cette soirée-là, elle sert à montrer qui on est, à passer un bon moment. On essaie plutôt d'éviter des coûts que d'être réellement dans le profit. En tout cas, la formule s'avère payante. Cette auberge nouvelle génération affiche un taux de remplissage de 70%. C'est 10 points de mieux que les hôtels à Paris. Une aubaine dans un marché touristique en crise. De grandes sociétés allemandes et anglaises se battent pour conquérir Paris qui manque cruellement d'hébergements low cost. Depuis 2008, 4 méga-auberges ont été construites dans la capitale. En 2018, une auberge encore plus grande sortira de terre, porte de Vincennes. Face à cette explosion de l'offre,
Même les auberges historiques fondées sur le modèle associatif, et donc qui ne font pas de profit, sont obligées de s'adapter. À leur tête, Edith Arnoux-Bril, secrétaire générale de la Fédération française des auberges de jeunesse. Pour se démarquer, elle doit proposer des concepts différents comme celui-ci, une auberge de jeunesse ultramoderne, pas très loin de la gare du Nord. Ici, on a le jardin partagé, qui est quand même un lieu à la fois intéressant sur le plan écologique, mais c'est aussi une manière de créer du lien social, c'est extrêmement important. Ouh, ici, on a les canards. C'est le côté zen, en fait, de notre forum paysager. Le hangar appartenait à la SNCF. La structure métallique a été conservée, une centaine de chambres a été aménagée. Les travaux ont coûté 28 millions d'euros. Sur le toit, des panneaux photovoltaïques fournissent la quasi-totalité de l'électricité au bâtiment. C'est la première auberge entièrement écolo. Ah, voilà une illustration concrète de 100% développement durable. Vous voyez, les eaux de pluie du toit sont récupérées, elles sont stockées. Donc c'est le toit de l'auberge qui alimente en fait l'arrosage du jardin public. Voilà. L'auberge attire un public sensible à l'environnement et aux prix serrés, comme les groupes scolaires qui représentent la majorité des réservations. À 27 € le dortoir, petit déjeuner compris, c'est l'un des tarifs les moins chers de la capitale. Et ici, on a su garder l'esprit système D des auberges de jeunesse. Contrairement aux nouveaux hostels privés, il y a toujours une cuisine commune. Jean-Claude est québécois, il fait des randonnées dans le monde entier. Au menu à midi, salade de poulet maison. Ce repas, 3 €, tout compte fait, avec aussi du fromage, un dessert, une vinaigrette. Ce qui est bien dans une auberge de jeunesse, il y a souvent des produits qui sont disponibles. Il y a tout l'aspect partage des auberges de jeunesse, où si on achète 1 litre de vinaigrette, on en prend une portion, on le laisse pour le suivant. Alors que les profits des auberges privées vont dans la poche des actionnaires, ici on croit encore aux valeurs de l'économie solidaire et du partage. Donc, tous les lundis, on a la soirée téléfilm dans la boîte à musique. On est une association à but non lucratif, ça veut dire qu'on a le droit de faire du bénéfice. Par contre, on n'a pas le droit de le partager entre les membres. Donc c'est l'inverse d'une société de capital. Et donc, effectivement, quand on est rentable, c'est le cas, hein, forcément ici, on réinvestit, on dit dans l'œuvre en général. C'est-à-dire on réinvestit dans le projet associatif et son développement. Quel que soit le modèle, associatif ou privé, partout dans le monde, ces auberges de jeunesse connaissent un boom. New York, Sydney, Rio, plus une seule ville touristique sans ces auberges design. En Europe, la championne, c'est Lisbonne, avec pas moins de 150 auberges, contre à peine une vingtaine à Paris. La vie peu chère au Portugal, la mer et les ruelles typiques attirent les vacanciers du monde entier. Mourad Boussaïd, lui, travaille dans le textile. Mais c'est avant tout un grand voyageur qui a baroudé aux 4 coins de la planète. En Afrique du Sud, à Cape Town. En Tunisie, devant une oasis, sur Times Square. À Hollywood, Las Vegas. Et s'il a pu faire le tour du monde, c'est grâce aux auberges de jeunesse et à leurs dortoirs bon marché. Le premier motif est clairement économique, étant donné que mon budget était limité en tant qu'étudiant de voyager. Donc l'idée, c'était vraiment d'économiser et par la suite, petit à petit, une passion concernant les auberges de jeunesse s'est développée. Mourad a pris des tonnes de photos et de notes. Cela lui a donné l'idée de faire le premier guide sur Internet des auberges de jeunesse les plus design. Et s'il est à Lisbonne aujourd'hui, c'est pour visiter un établissement qui fait beaucoup parler sur Internet. Quand il est venu il y a 4 ans, l'auberge était en plein travaux. Aujourd'hui, changement de décor. Alors vraiment là, ce que j'adore et tout ça, c'est une sorte de fresque avec la représentation d'une carte du monde. C'est vraiment sympa et ça représente vraiment l'idée internationale d'une auberge de jeunesse parce qu'on retrouve vraiment cette clientèle-là qui vient du monde entier. Pour qu'une auberge intègre son guide, elle doit respecter 4 critères.
Premier critère, c'est bien évidemment l'originalité, dans le design, dans l'approche. Et puis le deuxième critère, il y a la localisation. Troisième critère, il y a les services, l'ensemble des services que l'on peut retrouver. Et quatrième critère, ce qui est tout à fait normal, ce qui correspond à la réputation, les commentaires notamment des clients. Après la salle à manger, direction les chambres. Avec une déco pour le moins originale. Pour Mourad, cette auberge a tout compris. La majorité des jeunes de nos jours essayent de voyager avec style, parce qu'ils reviennent avec des photos, ils les partagent sur les réseaux sociaux, partager, montrer dans quel type d'établissement ils ont pu aussi voyager ou se loger. Au beau milieu de la visite, Mourad rencontre le patron de l'auberge. L'homme est ravi qu'on s'intéresse à son établissement car à Lisbonne, il est très difficile de se démarquer au milieu des 150 auberges. La concurrence est très rude. Les premiers qui ont surfé sur cette tendance ont commencé il y a une dizaine d'années. Et ceux qui sont arrivés ensuite ont toujours voulu mieux faire que les précédents. Donc le niveau n'arrête pas d'augmenter. Le patron a conseillé à Mourad d'aller faire un tour sur le toit-terrasse. Alors, c'est super, un très joli spot. On peut remarquer que notamment il est clairement orienté sud. Un rooftop comme ils les appellent, avec petit jardin potager, un bar ethnique sous une bulle transparente. Mais ce qui va faire peut-être la différence se trouve un peu plus loin. Dans un décor balnéaire, une piscine surplombe la baie. Un luxe normalement réservé aux grands hôtels. C'est la cerise sur le gâteau, avec la possibilité d'avoir une piscine sur rooftop en plein cœur de Lisbonne. Ça permet de tirer son épingle du jeu clairement. Avec cette piscine, l'auberge a peut-être gagné sa place dans son top 50. En 2020, 300 millions de jeunes âgés de 15 à 30 ans voyageront. Pour les accueillir, les auberges de jeunesse ont déjà un train d'avance. Voilà pour ce grand reportage et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Tout compte fait. Merci de votre fidélité, ne bougez pas. Dans un instant, vos programmes continuent sur France 2.